Monsieur Ouvono, bonjour. Bonjour. Alors, merci pour cet échange, ce moment que vous donnez à Africa TV pour échanger sur la thématique des violences faites aux femmes. Notre moment de partage avec le public, c'est à l'heure autour des questions suivant les causes, les conséquences, la typologie et l'état du droit, enfin les solutions afférentes. Alors, pour commencer, qu'entend-on par violence faite aux femmes? Définir les violences faites aux femmes, ce n'est pas une chose aisée. Il y a des violences physiques, il y a des violences non physiques, il y a des violences verbales, voilà. Parce que si vous voulez définir la violence, vous allez définir la violence comme étant un acte posé par une personne en direction d'une autre, avec l'intention que cette personne souffre de l'acte qui a été généré. D'accord. Et donc, vous avez aujourd'hui la thématique des violences faites aux femmes est une thématique qui est largement débattue. Tout à fait récemment, je voyais encore en France le rapport qui a été remis au ministre de la Justice dans le sillage des affaires qu'il y a dans ce pays en ce moment et qui pointait des dysfonctionnements dans le cadre de la prise en charge des plaintes par des femmes sur des cas de violences faites aux femmes. Donc, pour moi, je dirais simplement que les violences faites aux femmes, c'est l'ensemble des agissements à l'endroit des femmes, en direction des femmes, et qui sont de nature intentionnelle ou non intentionnelle à leur causer un tort. Voilà comment je définirais ça. D'accord. Alors, quelles sont les causes de ce phénomène? Les causes peuvent être très lointaines, comme elles peuvent être très immédiates. Moi, je préfère circonscrire mon champ au Cameroun. C'est un phénomène qu'on observe quand même depuis un certain temps, mais que les réseaux sociaux ont rendu comme étant un phénomène nouveau. Et pourtant, ce n'est pas un phénomène nouveau. Déjà, tout jeune, on se rappelle qu'on avait des bagarres dans les quartiers entre un mari et sa femme. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui de pointer, ce n'est pas seulement la question des violences domestiques, c'est-à-dire les violences à l'intérieur d'un ménage. C'est les violences dans la sphère publique. Et vous avez quand même aujourd'hui une vraie problématique sur les violences dans la sphère publique, que ce soit les insultes, que ce soit les menaces, que ce soit le chantage, que ce soit le harcèlement. Et puis aujourd'hui, avec le phénomène cybernétique, vous avez également une montée en charge importante des violences dans l'espace numérique. Et moi, je vois principalement pour un pays comme le Cameroun, sans être un sociologue, hein, c'est-à-dire que je le dis avec beaucoup de distance et d'humilité. Moi, je suis magistrat, même si on fait un peu d'anthropologie et de sociologie dans nos fonctions. Ce qu'on observe quand même aujourd'hui, c'est nous n'avons pas su digérer l'arrivée de la globalisation, de la mondialisation. Les effets pervers de la mondialisation ont contribué, je n'aurais pas cette expression d'ensauvagement, tel qu'on l'a dit dans d'autres civilisations. Mais je dirais qu'il y a quand même aujourd'hui une grande tendance à la violence, surtout dans la tranche d'âge jeune, où il n'y a plus de tenue en ce qui concerne le propos. Il y a clairement une discourtoisie qui s'est installée comme norme de référence dans les rapports humains et même dans les rapports genrés. Et vous avez quand même aussi à côté des réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas toujours accuser ce qui vient de loin, vous avez le poids de la culture, le poids des stéréotypes, le poids du regard de l'environnement dans lequel nous évoluons. Vous savez très bien qu'avec tout ce qu'il y a autour du phénomène de la dot aujourd'hui, on a l'impression et on a la sensation, elle n'est pas inexacte, qu'avec la dot, on achète une femme. Et qu'on a le droit, à partir de ce moment-là, de tout faire, puisqu'on l'a achetée. Elle est notre propriété. Oui. Et justement, en nous arrêtant sur la dot, certains activistes des droits de l'homme estiment que la polygamie est un facteur d'exacerbation des violences faites aux femmes, vu que l'on considère la femme comme un bien ou des biens que l'on peut collectionner. Quel est votre avis là-dessus? La question de la polygamie, on peut avoir un regard culturel, on peut avoir un regard juridique. Du point de vue juridique, la polygamie est autorisée au Cameroun. Donc, il n'y a pas de débat sur son interdiction ou pas, à partir du moment où la loi n'a pas évolué. Ça, il faut le dire d'entrée de jeu. Mais quelle est ma sensibilité personnelle? Ma sensibilité personnelle, elle est toujours orientée vers le ressenti, vers les émotions.
lorsqu'on se marie et qu'on dit polygamie, et qu'on ne s'est pas entendu avec son conjoint avant sur le mode, hein, qu'est-ce qui se passe souvent à la mairie? Il n'y a plus mariage. La femme dit non. Quelle est cette idée où on accepte de partager avec quelqu'un son intimité émotionnelle? Parce que quand on se marie, je pense qu'on se marie par amour. Est-ce qu'on accepte de partager son amour avec quelqu'un en plus de la personne qui a été choisie? On vous dira oui, on vous dira non, mais moi je pense que ça reste un phénomène culturel. Et je ne sais pas s'il y a des études aujourd'hui sur la polygamie. Je pense qu'on se rendra quand même compte que la polygamie, du point de vue institutionnel, on sera sur des tendances plutôt marginales. Bien entendu, et on n'en fait pas l'apologie en le disant, on se rend quand même aussi compte qu'il y a une polygamie de fait chez des gens qui sont monogames, ce qui est aussi une source de violence. Toujours dans les causes de violence, Edgar Morin, philosophe français, avait produit un documentaire un certain nombre d'années sur le bonheur. Sur le bonheur. La question fondamentale était: Monsieur, Madame, êtes-vous heureux? La plupart des réponses étaient toujours allaient dans la négative. Est-ce que le fait de la rudesse des conditions de vie peut pas être également une cause de violence sociale ou sociétale avant de s'appuyer sur les violences faites aux femmes? Je respecte beaucoup Edgar Morin, ce qu'il a dit. Je pense qu'il n'avait pas tort parce qu'il a posé un diagnostic à une époque, dans un contexte, dans une société. Mais je prends beaucoup de distance par rapport à quelqu'un qui voudrait nous dire c'est quoi être heureux. Parce que la notion de bonheur est une notion essentiellement individuelle. Moi qui vous parle, ma mère était Bayam Selam. Mon père était catégorie C de l'administration. Mais depuis que je vis, je ne crois pas que j'ai été aussi heureux que quand j'étais enfant, avec mes frères et sœurs vivant dans la même chambre, jouant au ballon à l'extérieur avec mes amis, dont les parents n'étaient pas fortunés. Je ne crois pas que je n'étais pas heureux à cette époque. J'étais heureux. J'étais beaucoup plus heureux que je ne le suis aujourd'hui. C'est pour dire que ce sont des questions qui sont très personnelles, très intimes, et on ne pourrait vraiment pas les normer. Y a-t-il une typologie des violences faites aux femmes? Bon, l'enquête démographique et de santé, d'ailleurs depuis 2011, l'Institut national de la statistique essaye de produire des enquêtes démographiques et de santé tout à fait remarquables, avec des tailles d'échantillons suffisamment représentatives de la société. La dernière que j'ai vue passer, je crois, c'est celle de 2018. Mais avant, il y avait eu celle de 2011, celle de 2013. Et à l'intérieur, on essaie effectivement de catégoriser les types de violences. Vous avez les violences physiques, naturellement. Vous avez les violences non physiques, je préfère dire ça comme ça, qui sont des violences verbales, qui sont essentiellement des violences verbales, pour moi, qui sont les plus dangereuses, parce qu'elles affectent la confiance que quelqu'un a de lui-même. Et tout à l'heure, peut-être qu'on abordera la question de la violence faite aux jeunes filles, et vous vous rendrez quand même compte que la violence faite aux jeunes filles, c'est le point de départ du continuum de la violence, y compris même chez le jeune garçon. Parce qu'un enfant qui a vu la violence se déployer a de fortes chances de devenir violent lui-même, parce qu'il reproduit presque toujours le schéma qu'il a vu. Et puis, bon, dans cette enquête, vous avez des violences avec des punchlines très intéressants. Je l'ai seulement poussé. Donc, quand je pousse seulement un peu, c'est pas violent. J'ai seulement tordu son bras. Donc, en fait, tordre le bras, même si ça fait mal, c'est pas violent. C'était une petite gifle. Vous avez des punchlines comme ça qui vous montrent quand même que dans la société, on a ritualisé la violence de manière à ce que personne ne se choque plus, ne s'émeut plus des choses qui sont en fait des choses inadmissibles. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait qu'on le gifle pendant qu'il passe dans la rue. Je le dis sans comparaison avec l'actualité récente sur les gifles. Très bien. Alors, quels sont les espaces ou milieux au sein desquels ce phénomène est le plus prégnant? Jusqu'ici, cette enquête que j'évoquais tout à l'heure, ou ces enquêtes, pour être plus précis, s'intéressent majoritairement aux enquêtes domestiques. C'est-à-dire les violences domestiques, à l'intérieur d'un ménage, à l'intérieur d'un foyer. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais je n'ai pas encore vu passer une enquête de l'INS sur la violence dans l'espace public. Donc je suis prudent en le disant, peut-être que ça existe, peut-être que ça n'a pas encore été fait.
Mais ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est vraiment les violences physiques domestiques et les violences morales domestiques. Mais je le dis, et je le soutiens, il y a une vraie violence dans l'espace public. À l'endroit des femmes, vous avez le harcèlement sexuel, pour la plupart des cas, qui se fait dans la sphère publique. On a toujours parlé de promotion canapé, de machin, de ceci. Mais il y a un vrai chantage, il y a un vrai commerce des promotions sociales au gré, justement, de la satisfaction des lubies de quelques individus. Maintenant, comme je le dis, il faut regarder avec beaucoup d'intérêt la violence cybernétique. Il faut la regarder. Quand vous voyez quand même, je ne suis pas fan de l'expression, c'est influenceuse. Je n'en suis pas un fan particulier pour des raisons que je n'évoquerai pas. Mais quand vous regardez la charge de la violence qu'il y a contre ces influenceuses, il y a 3 choses qui vous interpellent. Ce sont les femmes qui exercent les violences sur les femmes. Là-bas, pour la plupart. Deuxième chose, c'est que la violence, c'est le lot quotidien. C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un a insulté que vous allez voir tout le monde venir liker. Vous allez voir tout le monde venir partager. Parce qu'on estime qu'il a tellement bien insulté que ça mérite d'être apprécié et d'être partagé. Vous allez le noter. La troisième chose que vous allez voir, c'est l'impossibilité d'avoir une opinion différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme marqueur de violence, et on le retrouve d'ailleurs dans les enquêtes de l'INS que j'évoque au niveau domestique, vous avez quand même un pourcentage assez considérable de femmes qui sont violentées par leur mari simplement parce qu'elles ont eu une opinion différente de leur mari au cours d'une conversation. À partir de ce moment, vous voyez que le champ de la violence s'étend. Les acteurs de la violence s'étendent. Il y a également une violence faite aux hommes, même si les proportions sont marginales. On est quand même, l'INS parle de entre 22 et 24% des hommes qui sont violentés par leurs femmes, dans l'échantillonnage bien entendu. Mais vous avez quand même 52, parfois 55% selon les enquêtes, de femmes qui ont été victimes de violences à l'intérieur des ménages. Là, c'est pour le champ matériel d'expression de la violence. Maintenant, géographiquement parlant, existe-t-il des zones ou bien des régions au sein desquelles la violence existe ou bien Généralement, et d'ailleurs c'est cette enquête également de l'INS qui ma foi, hein, cette enquête démographique et de santé de l'INS est vraiment le baromètre sur cette question de mon point de vue. Vous avez dans cette enquête une prévalence des violences très élevée en zone urbaine. Parce que dans les zones un peu reculées, les taux ne sont pas les mêmes. Mais en zone urbaine, notamment dans la région du centre, le taux est quand même... Il n'est pas très élevé, mais il est le plus significatif là-bas. Et ça peut s'expliquer parce que c'est en zone urbaine qu'on a effectivement accès aux web médias, on a accès aux réseaux sociaux, on a accès facilement à la prostitution parce que vous savez que le phénomène de la prostitution et celui de la pornographie finissent par donner l'impression à l'homme que la femme est une chose qu'il peut acheter. Et quand vous parcourez les statuts WhatsApp, Facebook, Instagram, vous voyez toujours des petites phrases où on dit est-ce qu'un homme a déjà vu une femme qui donne l'argent à un homme, ou bien mon frère, cherche d'abord l'argent, tu auras les femmes après. Donc, il n'est pas possible qu'on ait une femme si on n'a pas d'argent. En réalité, ce qui se traduit derrière, ça c'est quoi? C'est que la femme est un bien à acheter. Et donc, comme c'est ma chose, je fais ce que je veux. Une affaire portée à l'attention de la Cour africaine des droits de l'homme, l'affaire guinéenne, faisait justement mention de cet état de choses. Lorsqu'on voit les faits portaient sur des femmes qui étaient assises dans un restaurant, dans un espace public prenant leur pot, et elles étaient considérées à ce moment comme étant des prostituées. On ne peut pas imaginer que 3 femmes puissent s'asseoir autour d'une table, passant du bon temps simplement parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont des êtres humains. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. On est dans une société où le regard porté sur la femme commence à devenir un peu inquiétant. Alors, concernant l'état du droit, quel est le cadre juridique national et international au sein duquel se meut la protection des femmes par rapport aux violences qu'elles subissent? Alors, la protection des femmes, vous avez essentiellement un dispositif international suffisamment éloquent. Vous avez Beijing, depuis Beijing en tout cas. Et puis vous avez la CEDEF, ce n'est pas très récent, mais dans nos esprits, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Vous avez le protocole de Maputo.
qui a été très controversé en ce qu'il permettait aux femmes d'avoir une liberté du point de vue de la procréation ou de la conception. Parce qu'on estimait que lorsqu'elle estime qu'une grossesse porte atteinte à sa santé mentale, cette grossesse peut être interrompue. Et comme le contenu de santé mentale n'avait pas été clairement défini, ça avait donné l'objet à une vive polémique. Il faut dire que c'est principalement les instruments internationaux qui sont mobilisés quand on parle de violences faites aux femmes. Maintenant, à l'intérieur, au plan national, vous avez des dispositifs qui peuvent permettre de capter, au travers de quelques infractions, la répression des violences faites aux femmes, notamment le harcèlement sexuel qui est prévu dans le code pénal. Maintenant, vous avez quand même également un problème avec quelques normes, quelques dispositions de la loi qui traitent le problème de la violence du point de vue de ses conséquences. Et non pas la violence en tant que violence. Quand vous avez une infraction comme celle de violence sur femme enceinte, vous vous rendez compte qu'en lisant le texte, c'est la conséquence de la violence qui est réprimée. C'est-à-dire qu'il faut que le fœtus soit mort. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce n'est pas le fait qu'on ait tapé. C'est le fait que la grossesse qu'on portait soit, comme on dit, avortement tardif. C'est ça qui est sanctionné. Donc, la violence en elle-même, en tant que fait de violence, n'est pas sanctionnée sur cette infraction. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Cameroun qui a été présenté lors de la 25e année d'anniversaire du comité de Beijing, où le ministre compétent de ce département ministériel disait qu'ils sont en train de se battre pour mettre en place un véritable plaidoyer en vue d'une loi spécifique sur les violences faites aux femmes et à la jeune fille. Donc vous comprenez que si le gouvernement même adresse déjà cette problématique, ça veut dire que le tissu normatif existant ne permet pas toujours de répondre efficacement à la question des violences. Parce que, comme je le disais, on traite la conséquence. Et au niveau des institutions, quelles sont les institutions qui captent justement ces éléments normatifs? Écoutez, vous avez d'abord le ministère de la Justice, qui a une direction en charge des droits de l'homme. Vous avez, au plan politique, le chef d'État qui assume une protection particulière des femmes à travers un ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ça n'existe pas dans tous les pays, il faut le souligner. Donc, vous avez ces deux institutions. Vous avez la Commission des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. Vous avez un ensemble d'acteurs qui gravitent autour de la question, privés, société civile, organisations internationales. Et donc, nous, en tant que démembrement du ministère de la Justice, nous sommes, bien entendu, toujours impliqués et mobilisés lorsqu'il est question de réprimer, suivant les normes nationales, les violences qui sont faites aux femmes et à la jeune fille particulièrement. Alors, on retient que le système judiciaire camerounais a un apport perceptible, mais perfectible sur un certain nombre de sujets liés à la protection justement des violences faites aux femmes. Alors, une autre question, la protection des femmes, normalement, victimes de violences, elle est fondée sur les droits dont bénéficient les femmes initialement en tant qu'êtres humains. Est-ce qu'il y a, tout comme les hommes, est-ce qu'il y a des droits spécifiques liés à la condition de la femme? Écoutez, des droits spécifiques liés à la condition de la femme, ce sont généralement les droits qui portent sur l'égalité. L'égalité dans l'approche genre, parce que la femme est un être humain. Elle a les mêmes droits qu'un homme. Des droits humains. Des droits humains. Il y a une identité de droits. Maintenant, il y a quand même un constat, c'est qu'il faut améliorer l'effectivité des droits de la femme. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues en matière de veuvage, en matière de succession. C'est un vrai problème en matière de succession. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Mais en termes d'effectivité, les États s'engagent effectivement à améliorer l'effectivité de ces droits. Améliorer l'effectivité suppose aussi la connaissance de ces prérogatives par les femmes. Exactement. Sont-elles au courant de ces avantages? Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'il nous faut aujourd'hui un véritable dispositif d'éducation et d'accès aux droits pour tous les citoyens à la base, mais spécifiquement pour les femmes. Moi, je suis par exemple porteur depuis quelque temps d'une idée de maison de la famille. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne devient pas adulte. On naît, on grandit et on devient plus tard adulte.
Mais aujourd'hui, quand vous regardez, quelle est la formation requise pour être parent? On ne vous a jamais appris à être père. On ne vous a jamais appris à être une mère. On ne vous a pas appris à être un conjoint. Et vous avez grandi dans une société où les ouvrages, les manuels scolaires n'adressent pas toutes ces questions-là. Quel est le contenu de la maison de famille, ses activités? La maison de famille, ce sont des activités, j'ai envie de dire qui tournent toute la famille, mais ce sera assez simpliste. Mais c'est des maisons qui sont en fait des maisons d'aide, d'assistance et d'écoute, avec des professionnels dédiés, des psychologues, des sociologues, des assistantes sociales, des juristes, des magistrats, qui peuvent y faire, des avocats, qui peuvent y faire des permanences pour aider les femmes, donner des conseils aux femmes. Vous avez même des notables, pourquoi pas, pour parler aux gens de la famille. C'est quoi la famille? C'est quoi être une femme? C'est quoi être un homme? Ça nous manque beaucoup. Mais sur la question de l'éducation au droit, j'y suis particulièrement sensible. Il faut éduquer dès le bas âge les jeunes enfants, les jeunes filles, particulièrement à leurs droits. Tout à fait. Et c'est pertinent, sachant que dès le bas âge, dans certains milieux, il y a une certaine distinction déjà entre le garçon et la fille. Il y a des tâches dédiées aux femmes et des tâches réservées aux hommes. Exactement. Voilà. Alors, les sanctions envisagées au niveau national et au niveau international sont-elles en harmonie avec notre contexte anthropologique et sociologique? La question accessoire, ou bien sous-jacente, c'est de savoir quels sont les rapports existants entre nos droits, nos us et coutumes, le droit dit traditionnel et le droit dit moderne, inspiré des usages pénaux occidentaux. Vous posez en réalité la question de la confrontation entre deux systèmes de justice différents. Dans le système de justice dit moderne, vous avez ce que vous appelez la répression, les sanctions, la peine à réclusion, c'est-à-dire qu'on va prendre quelqu'un, on le met en prison, et ainsi de suite. Et il y a après un processus de resocialisation qu'il faudrait faire. Mais dans le système traditionnel, la sanction, elle peut être beaucoup plus violente que dans le système moderne. Parce qu'on peut même vous bannir d'une communauté. On peut vous maudire. On peut vous exclure d'une communauté. C'est-à-dire qu'on vous déracine de votre culture. Et la confrontation de ces deux regards m'amène plutôt à regarder la question en termes de l'amélioration de l'offre de nos normes. Il faut que nos normes puissent correspondre à un besoin exprimé. Je m'explique. Lorsque vous marchez dans la rue, il y a une violence qui se déploie, mais comme vous habitez à Essos, ou bien moi j'ai grandi à Essos, donc je prends toujours Essos comme référence. Quand vous voyez une fille qui passe, vous lui dites « Psst, mamie, on dit quoi? Tu donnes, hein? Tu es mon goût. » Vous ne vous rendez pas compte qu'en réalité, vous êtes en plein dans une infraction. Si vous êtes dans un autre système. En France, ça s'appelle un outrage. C'est un outrage sexiste. Le simple fait d'interpeller une femme aussi vulgairement, c'est un outrage. Ça s'appelle un outrage sexiste. Ils appellent ça le harcèlement de rue. Parce qu'on pense quand même que quand on veut faire la cour à une femme, il y a des façons de faire. C'est pas comme ça qu'on le fait. Mais notre environnement appelle ça être un garçon vaillant. D'accord? Si vous venez au Cameroun et vous dites que désormais quand on fait psst, machin, un truc pour ça, c'est une infraction, mais tout le monde sera vent debout. Tout le monde sera vent debout. La logique est différente. La logique est différente. Il faut donc que nos normes, qui doivent exister, bien entendu, parce qu'une société sans normes, le mythe des Gigès de Platon dit clairement que c'est le chaos. Une société sans normes est un risque. On ne veut pas aller vers ça. Il faut des normes, mais il faudrait que ces normes-là épousent très largement les contours de nos réalités culturelles. Parce que comme je vous disais encore tout à l'heure, vous avez blessures légères et blessures simples qui sont prévues dans le code pénal au Cameroun. Mais on sanctionne la blessure légère et la blessure simple à partir de quel indicateur? À partir de l'incapacité de travail consécutive à la violence. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pu aller à l'hôpital, vous faites des délivrer un certificat médico-légal, vous avez été bastonné, on ne peut pas poursuivre la personne. Et si on décide de le faire, ce sera une contravention. Donc il paye 25 000 et il s'en va. Quelques lectures pour orienter nos téléspectateurs afin d'approfondir davantage la question. Or, sur la question des... Vous devez savoir que le mot féminicide, c'est un mot qui est d'ailleurs très controversé à un politique français qui disait que ça n'existe pas dans le dictionnaire. Mais après quelques vérifications, c'est un mot qui existe. Mais je pense qu'il faut lire tous les ouvrages qui touchent à la sociologie. Tous les ouvrages qui touchent à la sociologie.
tous les ouvrages qui touchent à l'anthropologie. Et on a l'avantage aujourd'hui que nous avons une compatriote qui a eu le prix Goncourt des lycées, Les Impatientes, d'Ali Amadou. C'est un très bon ouvrage que j'ai lu et qui adresse beaucoup de problématiques. J'ai lu également récemment Familia Grande de Camille Kouchner, où on est vraiment sur des violences, sur des petites filles dans la sphère domestique. Et quand on a ces deux regards, à partir de ce moment, on se dit quand même qu'il y a un vrai sujet et qu'il y a beaucoup de problématiques qu'il faut régler. Un mot pour la fin? Je pense qu'il faut que notre société exorcise ces démons et qu'elle redonne à la femme la place qui a toujours été la sienne. Laquelle? La reine. Et on ne tape pas sur une reine. D'accord. Merci, Monsieur Ovono. À très bientôt sur Africa TV.